Eh bien, bienvenue dans Transformer, le podcast pour les dirigeants. Et aujourd'hui, je suis avec Norbert Bilbaud d'Excellence Selling. Bonjour Julien. Bonjour Norbert. Et on va aborder quelque chose, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, sur les décisions. Mais cette matrice de prise de décision, eh bien moi, elle m'a parlé quand tu l'as dessinée sur la petite feuille qui est juste devant moi. Je la trouve éclairante, simple à mettre en place et elle peut changer beaucoup de choses en fait. Disons que oui, prendre une décision, c'est probablement l'apanage des décideurs, d'où le nom. Un dirigeant est attendu à ce poste comme étant capable de prendre des décisions, qu'on espère les meilleures, mais quand on prend des décisions parfois faciles et des décisions évidemment parfois difficiles. Et pourquoi est-ce qu'on appelle des décisions difficiles comme cela? Précisément parce que leur finalité est incertaine. On ne sait pas si on va avoir l'adhésion du public ou en tout cas des salariés. Tout ça qui fait que la décision, quand elle est facile, oui, j'allais dire n'importe qui est capable de prendre une décision facile. On va voir ça dans cette matrice qui peut être assez éclairante là-dessus. Mais le vrai talent des décideurs, c'est justement de savoir naviguer dans les cases plus difficiles de cette matrice. Tiens, petite question. Tu sais combien de décisions on prend par jour? J'ai entendu récemment 30 000 ou je sais plus combien. On prend à peu près 40 000, 40 000 décisions par jour. Ça veut dire que maintenant, si on va un petit peu plus loin, combien en pourcentage elles sont conscientes? Si je regarde simplement la proportion du cerveau limbique, cortical, 90-10, je répliquerais le même ratio. On est sur un ratio entre 4 à 6%. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que consciemment, on va prendre 4 à 6% de décisions, de façon consciente. Et là, c'est là où toute la puissance de cette matrice arrive, c'est-à-dire c'est de pouvoir éclairer ces 4 à 6%-là d'une façon simple à mettre en place, mais surtout efficace. Oui. En fait, tout part d'un constat, c'est qu'on a tendance à commettre l'erreur suivante. Quand on veut prendre une décision, on a tendance à la placer sur un seul axe, où on a à droite, j'ai tout à gagner, à gauche, j'ai tout à perdre. Et donc, la décision, est-ce que je vais partir en vacances à telle région? Est-ce que je me resserre un petit café? Est-ce que j'embauche telle personne? Est-ce que j'accepte le contrat de tel fournisseur ou client? Toutes ces décisions, on va essayer de les placer sur cet axe entre tout à gagner à droite, tout à perdre à gauche. Et ça, malheureusement, c'est une erreur parce qu'en fait, ce n'est pas un, mais deux axes qu'il faut prendre en considération. Alors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer en fait que verticalement, vous avez un axe avec en haut tout à gagner et en bas rien à gagner. Et un axe horizontal où à droite, je n'ai rien à perdre et à gauche, tout à perdre. On a donc une première case, la case en haut, tout à gagner et à droite, rien à perdre. Si je prends cette décision, j'ai tout à gagner et rien à perdre. Ça, c'est l'archétype de la décision facile. Go! Vas-y, prends la décision, allons-y là-dessus, parce que il y a que des gains et il n'y a pas de pertes. Donc, voilà, que des avantages, pas d'inconvénients. Donc ça, c'est la décision facile. Exactement. Lorsqu'on veut, par exemple, déménager, on sait qu'on va, par exemple, gagner, mais perdre. Donc, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup ces deux axes. Quoi qu'il en soit, dans cette première case, tout à gagner, rien à perdre, on est dans la validation immédiate, dans la certitude la plus complète. Ok, donc là... Facile. Par contre... Deuxième case facile, la case qui est en bas à droite. En bas, j'ai rien à gagner, et à gauche, tout à perdre. Je viens de dire en bas à droite, je recommence. Deuxième case facile, la case qui est en bas à gauche. En bas, rien à gagner, à gauche, tout à perdre. C'est la case no go. Ok. C'est la case évidente, que des inconvénients, pas d'avantages. On va surtout pas faire ce choix-là. Donc, voilà l'exemple déjà qui illustre toutes les décisions faciles à prendre. D'accepter ou de refuser, en tout cas, ça c'est très facile. Maintenant, commentons
les 2 autres cases. Ben oui, en fait, parce que c'est là que c'est là que 80% des décisions se cachent. Hélas. L'autre partie qui nous intéresse, là, Norbert. Vas-y. Des décisions pas faciles. Eh bien, il y a cette première case en bas à droite. En bas, j'ai rien à gagner. À droite, j'ai rien à perdre. Eh ben, là, voilà la décision, enfin, la case que moi j'appelle la case bof. Et malheureusement, il y a tellement de situations où on se retrouve dans cette espèce de nuage, de mollesse, de chamallow, où Oui. finalement, ouais, peut-être qu'on peut pas, mais finalement au fond, et si ne rien faire, c'était pas la meilleure chose. Enfin bref, rien à gagner, rien à perdre. C'est cette case, la case Gaston Lagaffe, ouais, oui, bof, qui va certainement pas mobiliser les foules. Et là, en fait, on se rend compte que souvent, on est dans cette case-là, en fait, en entreprise. Bah, on veut lancer un projet, on pense soi-même en tant que dirigeant que c'est une bonne idée. Eh les gars, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça? Ouais. Et là, on se dit, bah pourquoi ils adhèrent pas? Pourquoi ils bougent pas plus? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Bah ouais, mais toi, tu trouves que c'est une bonne idée parce que toi, tu as bien su trouver quels étaient tes gains et l'absence de perte. Au moment où on annonce une nouvelle décision, bah, il faut déjà que le public qui nous écoute, les managers, processent un peu tout cela. Et justement, si on arrive avec une proposition de projet, de décision, d'orientation, une vision quelle qu'elle soit, sans qu'elle soit accompagnée de voilà ce que ça va vous faire gagner. Pour revenir sur ma matrice, le fait d'emmener la décision de la case en bas à droite vers la case en haut à droite. Donc augmenter, expliciter, voilà ce que vous allez gagner. Le gain, le bénéfice. Toute ressemblance avec la vente par la valeur ne serait donc pas fortuite. Eh ben, il y a malheureusement beaucoup de dirigeants qui se heurtent à ce mur de mollesse parce qu'ils n'explicitent pas assez les gains. Et là, en fait, on se rend compte que c'est là le driver pour pouvoir monter du bof au go, c'est de travailler sur le gain, en fait, le bénéfice. Exactement. Alors, il y a énormément de livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, il y en a un qui me passionne. Je sais pas si tu l'as lu. C'est La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Non, mais tiens. C'est la carotte et le bâton, ça ne marche pas. Où il explique la notion de sens, de place, de contribution, toutes ces notions qui, tu sais, qui me sont chères. Mais en fait, un des gains, en fait, à mettre en place, c'est la contribution dans l'entreprise. Le fait de lancer un nouveau produit va contribuer à quelque chose, va faire gagner des gains à l'entreprise, mais même aux salariés dans le périmètre de ses fonctions, d'augmenter ses savoirs, de ses compétences, et de mettre ça en lumière, c'est beaucoup plus performant que dire on va lancer un nouveau produit, quoi. Mais t'as raison, parce que finalement, tu dis carotte et bâton, ça ne marche pas. Alors, carotte et bâton, dit comme ça, on peut imaginer simplement un truc à manger ou un truc à se faire taper. Si on doit prendre l'analogie que tous les êtres humains sont des ânes, alors oui, carotte et bâton, ça fonctionne. Moi, je pense qu'en fait, la carotte et le bâton, c'est le symbole du gain ou le symbole de la perte. C'est ça. Qu'après, ce gain soit financier ou toute autre forme, ça reste une carotte, c'est ça que je veux dire. Mais oui, elle contribue à quelque chose. Elle est beaucoup plus vaste que un simple petit truc qui revient. Voilà. Et donc là, en fait, en parlant de tout ça, là, tous les deux, en fait, on se rend compte que beaucoup de situations, qui sont dans le bof, peuvent être extraites très, très, très facilement en exprimant sa vision, en étayant sa vision de gain et de bénéfice directement, parce que c'est ce qui va motiver la personne. Oh bah moi j'ai une anecdote toute bête. L'autre jour je faisais une rénovation importante d'un appartement, j'avais une 30aine de plaques de placo à monter au 3e étage. Je sollicite mon fils qui a une 18aine d'années, qui est en pleine forme, etc. pour aider son père. Et donc j'ai dit Romain, ça t'intéresse de monter 30 plaques de placo de 30 kilos chacune, bref de déplacer une tonne de plâtre au 3e étage sans ascenseur? Autant vous dire que lui sa réaction c'était bof. Jusqu'au moment où d'un seul coup j'ai trouvé un élément de gain pour lui. En échange, Romain, c'est McDo illimité ce soir. Il a ouvert les yeux, les pupilles se sont dilatées immédiatement, mais vraiment illimité, illimité. Oui Romain, tu peux faire ce que tu veux chez McDo.
Moi, ça m'a coûté 40 €, mais il s'est éclaté, voilà, toute la journée, et moi, ça m'a vraiment permis d'avancer là-dessus. Et en fait, on va se rendre compte que derrière l'exemple que tu dis, beaucoup vont s'arrêter sur ouais, mais c'était le McDo, donc c'est la carotte. Et en fait, non, c'est pas la carotte. Le McDo, c'est pas la carotte, c'est la notion d'illimité. C'est la notion qui se cache derrière, puisque si tu dis McDo, mais là, tu as dit McDo illimité. Donc, on est bien dans une transmission de vision. Et donc, c'est le fait que ça soit illimité qui crée le gain. C'est un attracteur, en fait. D'où, tu connais la phrase que je dis très souvent, mais la maîtrise du langage est vraiment quelque chose de super important aujourd'hui dans l'entreprise. Parce que ce petit mot illimité vient de tout changer. Ah, mais je suis sûr que lui, il s'imaginait avec un plateau avec une montagne de burgers, même s'il en a mangé 2 ou 3. Mais lui, il en imaginait 50. Voilà, en fait. Et là, c'est vraiment la maîtrise du langage qui permet de créer, en fait, un attracteur et d'adhérer à la vision. Et c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Mais alors, il nous reste une case. Voilà. Parce que celle-là, moi, j'ai hâte de la découvrir. Eh bien donc, c'est la case qui est située en haut à gauche, où finalement, on a à la fois tout à gagner en haut, et à gauche, tout à perdre. Et ça, c'est la case que j'appelle la case des déchirés. Déchirés parce qu'ils sont totalement partagés entre alors oui, évidemment, faut y aller puisque j'ai tout à gagner. Enfin, quoi qu'en même temps, j'ai tout à perdre. Alors non, faut pas y aller. Enfin, mais si on considère aussi ça. Et voilà. Et on a cette oscillation. Moi, j'aime bien l'image du caillou au sommet de la montagne. Il est en équilibre instable. Va-t-il tomber à droite, à gauche, devant, derrière? On sait pas trop. Mais voilà. Et donc, il y a cet effet d'hésitation. Je donne oui, je donne non. Il y a des situations, par exemple, de négociation syndicale dans des grandes entreprises ferroviaires. J'ai pas le droit de citer le nom, donc je vais surtout pas aller plus loin. Dans lesquelles on a d'un côté des syndicats qui doivent absolument garder cette posture de défense du cheminot et qui vont donc absolument refuser, mais qui en même temps seraient bien tentés d'accepter parce qu'ils savent bien que s'ils refusent tout le temps tout, ils vont vraiment absolument tout perdre. Donc il faudra accepter. Sauf que non, on va quand même pas se mettre dans le camp du patronat parce que va dire la base. Bref. On voit bien cette situation d'oscillation erratique et d'hésitation qui conduit elle aussi à une paralysie, qui n'est pas la même que la mollesse de la case bof, mais qui conduit à cette situation de tétanie. Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est presque de l'immobilisme, en fait. Exactement. On cristallise, on vitrifie finalement. On exacerbe deux camps. Le camp qui va malgré tout trouver que c'est plutôt pour, versus le camp qui va malgré tout trouver que c'est plutôt contre. Et en fait, on a vraiment des situations qui sont, là, cette fois-ci, des poudrières, parce que on va avoir des oppositions majeures, violentes potentiellement, entre collaborateurs qui seraient tantôt oui, tantôt non. C'est vraiment un point sur lequel, là, il doit y avoir un art de la pédagogie de la part des dirigeants pour arriver à conduire, expliquer, éclairer et doucement faire atterrir vers telle ou telle situation. Donc là, on est dans la reformulation, dans la transmission de vision, dans l'exemple, dans l'utilisation du langage avec des métaphores pour répéter son message, pour pouvoir arrondir les angles et atténuer la tension, parce que dans l'immobilisme de cette case-là, il y a énormément de tension, il y a énormément de stress et d'anxiété. Et c'est très souvent, en fait, dans la négociation, on va vite se retrouver quand ça commence à être très tendu dans cette case-là. Et là, comme tu as dit, là, c'est de la pédagogie, en fait. C'est ça qui me fascine, c'est le fait de dire que dans la case bof, où il n'y a aucune tension, il va falloir en apporter et tirer les gens vers le gain qu'ils pourraient avoir. Et dans la case extrêmement tendue, il faut au contraire apporter de l'apaisement, de la rondeur, de l'explication, de la pédagogie, prendre du temps. Donc en fait, c'est vraiment de la synchronisation, la reformulation, pour reprendre les termes de PNL, reformulation miroir pour aller valider ce que la personne a dit, reprendre les mots de la personne, ne surtout pas créer d'à côté et faire de la traduction des mots de la personne qui pourrait mener à des quiproquos et de ramener encore plus d'adhérence à la partie adverse qui vient récupérer en disant « non, vous avez bien vu, vous n'êtes même pas capable de reformuler ou de dire ce qu'on a dit ». C'est vraiment de la douceur.
c'est de l'écoute. C'est Bah, une grande écoute active ouais. pour pouvoir diriger. Par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que quand c'est déjà exacerbé, la moindre reformulation qui n'est pas mot à mot, c'est foutu. Rappelez-vous d'Emmanuel Macron qui rencontre un certain nombre de demandeurs d'emploi et qui dit bah tiens, tu cherches un job, on traverse la rue. Ça suffit à déclencher des choses, même si malgré tout, quoi qu'on en dise, il y a effectivement certes beaucoup de chômage et il y a aussi certes beaucoup de postes non pourvus. Il y a donc un effet de tension et de demande des deux côtés. Il a suffi qu'il utilise ce mot-là pour créer que une adhérence. pour créer une adhérence. Enfin, une adhérence, je veux dire, la personne s'est agrippée au mot. Ah oui, voilà, agrippé au mot, mais surtout n'a pas du tout adhéré au concept. Et ça a été plus une crise qu'un pas en avant par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc en fait, cette matrice, le fait de l'explorer, de la découvrir, de l'utiliser au quotidien, ça permet en fait d'avoir des axes. Là, on a essayé d'aller donner des outils pour bouger dans les cases, de regarder qu'est-ce qui se passe dans cette case, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de cette case. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ça ne passera que par la case expérimentation chez vous, tous ceux qui nous écoutent. De s'autoriser à prendre une feuille, de regarder, de tracer ses axes, de regarder les blocs en face et de se dire, tiens, moi je suis là, et dans cette situation, on s'est enquisté dans cette partie-là. Est-ce que c'était une décision facile? Est-ce que c'était pas une décision facile? Dans quelle catégorie j'étais? Est-ce que j'étais dans le go, dans le bof, dans le déchiré et dans le no-go? Pour pouvoir, en fait, vous accaparer l'outil, pour vous permettre de prendre de meilleures décisions, de piloter littéralement votre stratégie de décision, en fait, parce que, comme je l'ai dit, on pourrait en parler pendant des heures et y revenir, et peut-être qu'on refera un autre épisode sur comment passer d'une situation, peut-être de donner des exemples, passer d'une situation enquistée avec la prise de la matrice de décision à une situation beaucoup plus simple. Mais par contre, ce que je vous demande, et ce qu'on vous demande aussi, parce que Norbert est là, c'est de tester. De tester, et de nous contacter sur les réseaux, nous parler de vos réussites. Ça donnera peut-être des idées aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que c'est en faisant des petits pas avec cette méthodologie que vous allez gagner en fluidité de décision. Moi, je ne l'avais jamais vue sous cet angle-là, mais elle me parle, cette matrice, parce que il y a des notions qui sont similaires avec la PNL, surtout dans la stratégie d'objectif, avec la partie sur l'écologie. Et donc, en fait, on vient un petit peu regarder tout ça. Donc, du coup, je vous encourage à l'utiliser au quotidien. Si vous avez des questions, je me répète, vous pouvez nous contacter et mettez 5 étoiles sur les plateformes où vous écoutez ce podcast et les vidéos. Ça permettra à plus de personnes d'écouter et d'utiliser ces outils au quotidien pour devenir des leaders incarnés dans la direction de leur entreprise. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.